un pays mobilisé pour un monsieur qui finalement trahit l'espoir de tout un peuple. Et on vous m'obliger à dire que c'est une réussite, c'est un échec retentissant. Ça, c'est mon point de vue. Bon, alors à partir de là, je n'ai pas fini. Vous avez dit que je dois répondre à votre question. La deuxième réponse, vous êtes pressé de m'arrêter, pourquoi? Allez-y, monsieur Nké. Pourquoi je dis échec, mesdames et messieurs, monsieur le gouverneur? Mais un échec qui vous a sauvé la mise en 93. Non, ça c'était récemment en 2017. Non, madame, ce n'est pas une faveur. Vraiment, c'est... Il était même obligé de faire ça. Ouais, donc, c'est pas... Donc, ce que je voulais dire, soyons vraiment sérieux dans ce que je suis en train de dire. Si, donc, monsieur le gouverneur, monsieur le représentant du chef de l'État, si, au-delà de tout, on va se retrouver avec deux principales conséquences des actes 42 ans. Un, la guerre. Il a dit de la paix. Il n'y a pas la paix au Cameroun. Il a dit la justice. Vous voyez le niveau d'injustice qui existe dans ce pays. Le principe de la justice sociale est littéralement éliminé du champ d'action de ce gouvernement. Et quand on leur reproche, on dit que oh, vraiment vous êtes contre le chef d'État. Le chef d'État, c'est votre chef d'État. Le chef d'État, son devoir est de réguler la société. Regardez comment le pays est abandonné. Il est abandonné par une horde de gens, des amis d'Hervé Emmanuel, qui détruisent ce pays. Et comme le monsieur ne contrôle rien, ou bien parce qu'il s'en fout, mais je ne suis pas sûr, ou bien parce qu'il est dépassé, je me dis donc que... En 42 ans, dépassé, monsieur Nké? C'est même trop. Justement, l'autre question c'est quoi? C'est qu'en fait, ce qu'on demande au président de la République, je ne veux pas rentrer dans les livres parce que j'ai préparé beaucoup de choses. Ce qu'on lui demande là maintenant, en 42 ans, c'est qu'il cède sa place à quelque chose de nouveau. Ça c'est mon sens. On ne peut pas me l'enlever. Parce que ce qu'on risque, c'est que vu que les amis de Tutsi sont très dangereux, et ils peuvent même le tuer et mettre le pays en l'air. Donc on risque d'avoir un coup d'État ou bien une révolution. Et c'est notre devoir, le penseur, de vous le rappeler. On ne va même pas m'intimider avec ça. Je l'ai dit l'autre jour quand ils sont venus m'attraper encore la nuit, que vous perdez le temps déjà. Vous avez tout arrêté. Les gens du CED, de Galaxie et tout. Vous avez tout arrêté. Vous pouvez tuer tout un pays parce que vous voulez sauver un type de 82 ans. Lui-même ne veut même plus être là. D'accord. Merci à vous, monsieur Nké. Donc voilà la polémique, monsieur, mon frère. C'est les penseurs qui ont théorisé ce que nous sommes là. L'État. Personne n'invente rien. Qu'est-ce qu'ils disent, ceux qui ont conçu notre monde, à la suite des Égyptiens, nos ancêtres, qui ont posé les bases? Baruch de Spinoza dit ceci, dans son traité de l'autorité politique. Il dit, c'est quoi l'autorité politique? Il dit, l'État, par conséquent, pour s'appartenir à lui-même, est tenu de conserver les causes de crainte. Il doit conserver les causes de crainte et de respect. Autrement, il cesse d'être l'État. Car que le chef de l'État court ivre et nu avec des prostituées à travers des places publiques, qu'il fasse l'iscrion ou qu'il méprise ouvertement les lois que lui-même a établies, il est aussi impossible que, faisant tout cela, il conserve la majesté du pouvoir, qu'il est impossible d'être en même temps et de ne pas être. Ajoutez que faire mourir, spolier les citoyens, ravir les vierges et autres actions semblables, tout cela change la crainte en indignation et par conséquent l'état social en état d'hostilité. Ça ne sert à rien de relire ça. Ça veut dire quoi en fait, mesdames et messieurs? Ça veut dire, monsieur le gouverneur, que lorsque nous autres, les lanternes, pas autoprogrammés, formés par Toa, formés par Mononjana, laissés par Toa, laissés par Mononjana, organisons la critique d'une société sur la base des principes qui devraient régir un État. Nous sommes dans notre rôle. Pour beaucoup, ça peut paraître comme une folie.
D'ailleurs, c'est une folie, c'en est une. Comment votre patron, un si puissant souverain, je peux m'autoriser à l'affronter? C'est de la folie. Mais justement parce que notre folie est plus supérieure à sa folie elle-même. Parce que nous sommes en fait le verbe originaire de la République. Parce que nous sommes des héritiers d'une dynamique qui structure la société. Parce que l'État, c'est une promesse. Les gens sont réunis au départ et on dit donc, on ne va plus faire la guerre entre nous, on va désigner quelqu'un qui, en notre nom, va nous souffleter. Souffleter, ça veut dire en français, il va nous chicoter quand ça ne donne pas. Qui va nous orienter lorsque le progrès va s'imposer. Alors, si nous, je répondrai à cette question-là à l'instant, si nous ne sommes pas capables de faire observer où ça cloche, non seulement nous démissionnons, mais nous créons notre office sacré. Nous sommes comme des cierges illuminés qui doivent porter l'espérance au-delà. Alors, qu'en est-il dans ce pays? Monsieur Emmanuel, Monsieur le Président, Monsieur le Président Hervé Emmanuel, comme prénom composé, comme a voulu m'imposer une approche. Il ne veut pas de polémique. Moi, je suis le chef de la polémique. Je suis formé pour faire la polémique. Allons-y. Bon, alors, dans ces conditions... Allez-y. Dans ces conditions, on ne peut pas, mesdames et messieurs, se permettre de dire qu'on va faire le bilan du renouveau sans polémiquer. Si on dit qu'on ne va pas polémiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que susciter le débat, en fait. Est-ce que, lorsqu'on dit, comme le grand frère Hervé vient le dire, que justice, la paix, c'est ça, le respect de ça qui conditionne, si on rentre dans la tradition africaine, la mat, qui décide de ce qui va nous amener. Est-ce que c'est ça qu'on vit? Est-ce qu'on vit dans la justice? Est-ce qu'on vit dans la paix? Vous vous posez la question? Non, je réponds. Mais bon, tu poses des questions, tu réponds. Non, je réponds parce que c'est ça la polémique en fait. Le débat en philosophie. Ça, c'est la technique. C'est la dialectique. En fait, la philosophie, c'est la dialectique. C'est-à-dire, je ne veux pas être un politicien et dire non, c'est comme ça. Non. Ma formation m'oblige à être un peu de son côté et de revenir dans les fondamentaux. D'accord. Alors, selon vous, est-ce que nous vivons cela? Madame, si nous sommes réunis ici, ça donne l'apparence qu'on vit cela. C'est pourquoi lorsque j'ai écrit ce livre, j'ai dit l'une des rares choses qu'on peut reconnaître à ce monsieur, que j'ai le droit de dire monsieur, sans dire que monsieur Biya, président, machin, toute la rhétorique là. À ce monsieur, c'est d'avoir posé les bases d'un État républicain. C'est-à-dire que les lois, en fixant certaines lois. Je peux dire, et ça peut surprendre les gens, que c'est ces lois, ces décrets de 93 par exemple, qui m'ont permis à moi d'être devant vous, considéré comme professeur d'université jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces lois que le grand président Anabambo, lorsqu'on a voulu me chasser d'abord en 2016, le président de la Chambre administrative, le président du tribunal administratif, s'est basé pour dire non, vous n'avez pas respecté ce que le président, comment le président de la République a décidé de juger les gens comme cet individu turbulent. Et plus tard, le recteur avec l'autre, que je ne vais pas citer, ont décidé de ne pas respecter l'arrêt la décision du tribunal administratif. Nous sommes donc allés à la Cour suprême. Et à la Cour suprême, le grand président de la Chambre administrative de la Cour suprême, le grand André Bellombé, a décidé, au vu de toute cette machination, de me donner raison. Donc c'est sur la base des textes définis par le chef de l'État que je peux dire qu'on a réussi à me réhabiliter. Ça, c'est des faits. Mais c'est son devoir de souverain. Ce n'est pas une faveur. C'est mon droit.
C'est mon droit parce que, et c'est en cela que je dis, par exemple, quand les gens font les comparaisons entre l'ancien régime et le nouveau, je dis que je ne peux jamais être pour l'ancien régime. Même si je ne suis pas pour celui-ci. Comprenez ça? Parce qu'en fait, vous savez, je vais vous dire, madame, pour répondre à votre question, lorsque j'ai entendu à la radio, j'avais 6 ans, qu'il y a des choses qui se passent à Yaoundé. J'étais au champ d'arachide, avec ma mère, avec mon grand frère qui aimait beaucoup, il y avait une petite radio. Et je vous le voyais courir dans tout le champ. Parce qu'il y a un type à Yaoundé qui devait prendre le pouvoir. Ouais. Tout le pays était mobilisé pour un monsieur. Tout le pays, et ma sœur me le disait de manière, quand elle me convainc, quand elle était en train de me convaincre de ne pas l'attaquer directement, souvent dans la nuit, il m'expliquait certaines choses dont je ne parle jamais. Alors, tout un pays est mobilisé pour un monsieur qui finalement trahit l'espoir de tout un peuple. Et on va m'obliger à dire que c'est une réussite, c'est un échec retentissant. Ça, c'est mon point de vue. Bon, alors à partir de là, je n'ai pas fini. Vous avez dit que je dois répondre à votre question. La deuxième réponse, vous êtes pressé de m'arrêter, pourquoi? Allez-y, M. Nké. Pourquoi je dis échec, mesdames et messieurs, monsieur le gouverneur? Mais un échec qui vous a sauvé la mise en 93. Non, ça c'était récemment en 2017. Non, madame, ce n'est pas une faveur. Vraiment, c'est... Il était même obligé de faire ça. Ouais, donc, c'est pas... Donc, ce que je voulais dire, soyons vraiment sérieux dans ce que je suis en train de dire. Si, donc, monsieur le gouverneur, monsieur le représentant du chef de l'État, si, au-delà de tout, on va se retrouver avec 2 principales conséquences des actes 42 ans. 1, la guerre. Il a dit de la paix. Il n'y a pas la paix au Cameroun. Il a dit la justice. Vous voyez le niveau d'injustice qui existe dans ce pays. Le principe de la justice sociale est littéralement éliminé du champ d'action de ce gouvernement. Et quand on leur reproche, on dit que oh, vraiment vous êtes contre le chef d'État. Le chef d'État, c'est votre chef d'État. Le chef d'État, son devoir est de réguler la société. Regardez comment le pays est abandonné. Mais il est abandonné par une horde de gens, des amis d'Hervé Emmanuel, qui détruisent ce pays. Et comme le monsieur ne contrôle rien, ou bien parce qu'il s'en fout, mais je ne suis pas sûr, ou bien parce qu'il est dépassé, je me dis donc que... En 42 ans dépassé, M. Nké. C'est même trop. Justement, l'autre question c'est quoi? C'est qu'en fait, ce qu'on demande au président de la République, je ne veux pas rentrer dans les livres parce que j'ai préparé beaucoup de choses. Ce qu'on lui demande là maintenant, en 42 ans, c'est qu'il cède sa place à quelque chose de nouveau. Ça c'est mon sens. On ne peut pas me l'enlever. Parce que ce qu'on risque, c'est que vu que les amis de Tutsi sont très dangereux, et ils peuvent même le tuer et mettre le pays en l'air. Donc on risque d'avoir un coup d'État ou bien une révolution. Et c'est notre devoir, le penseur, de vous le rappeler. On ne va même pas m'intimider avec ça. Je leur dis toujours quand ils sont venus m'attraper encore la nuit, que vous perdez le temps déjà. Vous allez tout arrêter. Les gens du CED, de Galax et tout. Vous allez tout arrêter. Vous pouvez tuer tout un pays parce que vous voulez sauver un type de 82 ans. Lui-même ne veut même plus être là. D'accord. Merci à vous, M. Nké. Donc voilà la polémique, monsieur, mon frère. D'accord. Merci. Alors, monsieur... Grand frère, excusez-moi là. Je suis un peu gêné parce que il y a quelque chose de spécial avec vous, d'une certaine génération, mais nos aînés là. C'est que vous êtes dans une suffisance déroutante, dans une aisance, dans une morgue qui peut parfois, ça me fait parfois rire à l'intérieur, parce que comme je vous respecte, pas rire à haute voix. Parce que, vous voyez, quand vous parlez avec moi je suis, et le petit là, il est manipulé, oui, il ne comprend rien, c'est la puberté. Mais mon cher, vous êtes déconnecté complètement, c'est ça le problème. C'est que ce pouvoir n'a pas anticipé, n'a pas su anticiper. On parle un petit enfant de 23 ans, on amène des gros bras pour venir enlever. C'est une grande personne comme moi, là, un vrai type comme moi, on peut encore comprendre.
Mais vous amenez quelqu'un là de Yaoundé, vous amenez des gros bras pour venir l'arrêter parce qu'il a écrit sur TikTok. Mais vous faites quoi pour encadrer la jeunesse? On vous a parlé de l'emploi tout à l'heure. Moi, j'ai fait des petites recherches avant de venir. Je me suis rendu compte que l'Institut national de statistique, et là ça date peut-être de 3 ans, l'Institut national de statistique vous dit que vous êtes 30 millions environ, mais 38,6%, donc environ 8 millions de gens sont dans la pauvreté grave. Oui, oui. Mais sur cette base-là, qu'est-ce que le gouvernement s'y fait? Madame parle des enfants qui vont sur TikTok. Mais vous voulez qu'ils aillent où? Il faut me dire, être content qu'ils se réfugient là-bas. Pour ne pas se retrouver dans le désert comme il le fait. Et ce qui choque, ce n'est pas seulement l'affaire de Biya. Aucun président subsaharien, tous ces comédiens qui sont là autour de nous, personne ne pense un jour qu'il va même aller au Sahara pour voir où ses enfants vont mourir. Personne. Ces gens sont d'un cynisme, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et quand on le dit, c'est les choses élémentaires qui font que quand le président va là-bas, il fait peut-être même un TikTok. Il dit, bon, mes enfants, vous voyez là où je suis là. Le président fait un TikTok. Non, je n'ai pas fini. Mais ne m'interrompez pas, pardon, s'il vous plaît. Vas-y, non, c'est vas-y, inégalité. Il va sur le terrain, il fait un TikTok, il dit, mes enfants, ici, je suis. Là où c'est là, voilà les cadavres, ne venez plus ici. Ça peut jouer quelque chose de positif. Mais les gens restent dans leur bureau, ils ne font rien et ils se plaignent que les enfants sont dans la puberté. L'autre deuxième chose que je voulais dire, c'est quoi? C'est que, en fait, le président est en difficulté parce que le grand frère a imaginé, le grand frère a dit quelque chose de très pertinent. Il dit que l'administration ne suit pas. Le président Biam lui-même le dit. L'administration ne suit pas. En réalité, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le grand problème de ce gouvernement, je vous dis, le péché de Biya. Écoutez bien, ouvrez bien les oreilles. Quel est son péché? Son péché, c'est d'avoir profané l'esprit de mérite. Ou alors trop fait confiance aussi. Non, je sais de quoi il parle. Le président Biya, son péché capital, c'est que il a profané l'esprit de mérite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 82, on ne peut pas me dire que lui se trompe tout le temps. Ça veut dire qu'il n'est pas normal alors. Comme je ne peux pas dire d'un monsieur de 92 ans qui parle davantage avec les morts qu'avec les vivants. Non, écoutez. Je connais le français. Et il sait qu'à Douala, il n'y a pas le colonel Bankoui. Non, respectons-nous, s'il vous plaît. Je vous ai l'anthropologie africaine de parler de ça. Quelqu'un qui a 92 ans, il n'est plus préoccupé tellement par son passé. Il tutoie maintenant les sommets. Vous croyez que c'est une insulte? Tant mieux. Mais je vous dis que ce monsieur, si on doit dire que ce monsieur, à 92 ans, il s'est trompé 42 ans, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le recrutement de ses collaborateurs. Et ce recrutement est considéré par quelque chose de très dangereux. On a amené dans ce pays, je ne sais pas si c'est bien ou bien ces gens, l'affaire des sectes. On conditionne la jeunesse. Et c'est un problème. Quand vous dites que c'est la puberté, les gens même, quel est le profil? On recrute les gens, ministres, directeurs généraux, sur quelle base? C'est la cooptation ésotérique et tout le reste. Vous savez, peut-être vous en faites partie. Vous savez comment ça fonctionne chez vous là-bas. Mais ce pays n'était pas comme ça avant. Mais quand on se plaint, quand on critique, on dit non. Ce pays, pour qu'il se remette sur les pieds, qu'on arrête ces histoires de franc-maçonnerie, de d'homosexualité, de conneries que vous amenez, vous imposez aux gens. Un pays ne fonctionne pas comme ça, il ne se développe pas comme ça. Alors, un pays ne peut pas se développer parce que... Non, c'est pas un spectacle. Vraiment, comprenez. Ce n'est pas un spectacle. Vraiment, c'est grammatique. Quand on en parle, c'est parce qu'on en souffre. Parce que si on ne vous le dit pas, si moi, dont le rôle social est de vous rappeler, parce qu'un philosophe, depuis l'origine, c'est le conseiller du prince. Mais comme chez vous, là, les conseillers normaux sont vos ennemis. On devrait vous dire que même à la présence, on doit avoir un cercle de réflexion. Mais vos cercles, c'est les cercles pour sodomiser les gens. C'est pas normal. J'assume ce que je dis. Parce qu'en réalité, pourquoi je dis ça? Non, pourquoi je dis ça, madame? Demandez-moi pourquoi je dis ça. Oui, mais je sais que ça vous gêne. Mais vous m'avez invité ici. Hein. C'est pas moi qui suis venu.
J'ai même refusé. Le président Banagani m'a forcé même. Et j'ai commencé à le soupçonner que peut-être s'il refuse, il va s'entendre avec ses collaborateurs là. Donc, mesdames et messieurs, grands frères, je n'ai rien contre vos attaches ésotériques, mystiques. Je veux dire ceci. Qu'est-ce que tu en sais? Non, je ne parle pas à vous, je parle du gouvernement. Je parle du gouvernement. Je ne vous ai pas attaqué. Si vous vous reconnaissez, c'est votre problème là-bas. Mais ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est que nous voulons un pays où on nous laisse la liberté. La liberté là, ça suppose quoi? Vous voyez, quand j'ai écrit ce livre, Paul Biya, Chronique de la fin, j'ai fait exactement ce que vous demandez ça. Là. C'est-à-dire, je fais un bilan et je dis, dans la deuxième partie, comment je prévois l'avenir. Qu'est-ce que le président doit faire pour améliorer? Et ça ne s'est pas arrêté là. J'ai écrit encore ce livre qu'on appelle les professeurs écraseurs, pour dire, nous, quelle est notre part de responsabilité en tant qu'universitaires. Parce que, j'ai dit tout à l'heure que le grand problème de ce pays, c'est le refus de reconnaître que la norme, c'est le mérite. Et ces gens que vous entendez, les universitaires, nous sommes les premiers fossoyeurs même des actions gouvernementales. Parce que nous ne sommes pas capables de porter un programme. Tous ces gens qui sont en train de tuer le pays là, ces professeurs écraseurs. Ce n'est pas bien en tant que tel. Je n'ai rien contre lui. Mais lui, il peut me définir une norme. Mais lorsque des professeurs, l'université, c'est grâce à l'université qu'un pays se développe, mesdames et messieurs. Il y a deux choses. Il y a l'éducation et il y a l'industrie. Et ce pays, que bien même soit l'homme le plus sain, ne pourra rien faire tant que nous n'allons pas faire nous-mêmes l'examen de conscience en tant qu'université. Parce que tous les autres dépendent de nous. Même les gens de l'ENAM dépendent de nous. Mais si on doit passer au temps, sans montrer l'esprit de sacrifice qui doit nous incarner, que nous devons incarner à tous les niveaux, l'exemplarité que nous devons incarner à tous les niveaux, on n'a rien à dire au président de la République, on n'a rien à dire au gouvernement, c'est nous-mêmes d'abord qui sommes responsables. On ne peut pas avoir une industrialisation avec ça. Comment on va se industrialiser? C'est l'université qui fait la recherche. Mais quelle est la recherche qu'on fait? On donne la prime, on vous donne... Attendez madame, une petite précision. Un professeur titulaire des universités, nos petites maîtresses là, elles ont 3000. Quand vous voyez que ces gens m'énervent, et ils ne peuvent pas m'entendre avec eux. On donne un professeur titulaire 1 million après 3 mois. Pour vous, c'est rien. Ils disent non, au Sénégal, machin. Mais qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Je ne vous dirai pas. Dis-nous tout. Ce n'est pas normal, vous voyez. Il faut qu'on arrête d'accuser le pouvoir, mais nous-mêmes, on doit avoir notre vision. Et c'est nous qui, à partir du fait qu'on va donc nous-mêmes fixer nos propres objectifs, nos priorités, on peut donc décider, on peut donc après être éligible pour parler au pouvoir. D'accord. Il faut, et bien avait raison de le dire, même comme il ne croit même pas ce qu'il raconte souvent, il faut oser. Ça c'est vrai. Si on ne réussit pas à oser, si les enfants croient que c'est seulement aller à bas, mourir dans le désert, qui est le plus important, ça ne va pas donner. Faites comme le petit Junior Gombe, criez. Harceler ces gens-là pour qu'il y ait une gouvernance dans ce pays, pour qu'il y ait l'emploi. Vous ne pouvez pas avoir un pays de 30 millions d'habitants et presque 10 millions de gens sont... Monsieur Hervé, vous êtes resté avec ces beaux costumes-là. Vous êtes allé dans les villages là. Il manque 25 ans, une maman, elle meurt parce qu'elle n'a pas le comprimé. Et vous venez ici là, vous venez fanfaronner. C'est là où je me fâche souvent. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Mké. Je répète, il y en a qui prétendent qu'ils sont le peuple et qui doivent imposer une vision aux gens. Absolument. C'est dangereux. Comprenez bien ça aujourd'hui, parce qu'il faut que vous notiez ça bien. Et je leur ai dit dans mon groupe WhatsApp ce matin. Il faut que les gens comprennent que nous qui prenons les risques et qui sommes du côté tribal du pouvoir, on n'a pas de leçons à recevoir des gens. De qui que ce soit. Moi, j'accepte de dormir dans une maison sans ouverture. Toi, tu ne peux même pas le comprendre. Non, avant. Maintenant, non. Et ce n'est pas parce que il me manque... Non, j'ai dit non, je dois sortir de certains conforts pour me concentrer à l'essentiel. Donc, je profite de l'occasion, je dis qu'aucun messianisme ne passe et ne passera. Il y a qui croient là qui sont destinés à être présidents. Il faut que vous compreniez bien, parce qu'ils parlent... Si vous m'entendez pas, vous me dites, je répète. Les gens qui croient qu'ils sont nés, ou bien que c'est leur tour qui doivent être présents là. Il faut leur dire que le messianisme ne passera pas. Ce n'est pas parce qu'on va dire non, tu as retourné les vestes, machin, non, je m'en fous de ça. Parce qu'on ne travaille pas pour que
une communauté soit autoprogrammée peuple. Je voudrais vraiment que vous compreniez ça très bien parce que je ne le dis pas souvent, parce que c'est la première fois que je le dis aussi ouvertement. Mes ennemis là, ils croient qu'ils veulent me forcer la main. Non, non, je suis un esprit libre. Pourquoi tu me montres la main quand tu dis... Parce que ce sont mes ennemis là-bas, ces gens-là. Donc, je suis un esprit libre, un intellectuel dissident. Ayant dit cela, j'espère que les gens ont bien les oreilles pour comprendre. Ayant dit cela, je voulais dire que quand on parle de bilan, vous n'avez pas pitié de votre président là. Vous n'avez pas pitié de lui. Les gens accumulent des scandales, un gouvernement de scandaleux. Covid-Gate, Can-Gate, il y a combien de gates? Glencore-Gate, tout un ensemble de scandales. Et vous me dites que ça va, et c'est tous ces milliards-là qui allaient nous sortir de la pauvreté. Tu es dans le Congo, ça? Oui, il dit que c'est le Congo, ça. C'est le Congo, ça. Vous voyez le niveau, ce n'est même plus la malgouvernance, c'est du satanisme. Parce que les gens ne comprennent pas que le vieux là même, et il lui force la main, non président, tu es le seul, machin. On va faire l'unité, mais sans bien. On va faire l'unité, mais ce sera sans bien. C'est votre souhait? Ce n'est pas un souhait, je le dis. Mais non, j'assume mes mots. Non, ne pas parler. Non, je vous dis. Laisse-moi répéter d'abord. Laisse-moi répéter d'abord. Oui, répète. Il y aura l'unité dans ce pays. Sans bien. Oui. Parce qu'il a trop laissé faire. Il a trop gâté le pays avec son silence. Maintenant, je peux te faire l'observation. Bon, maintenant, tu peux parler. Je vous dis, j'assume mes mots. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, avec tout le respect que je ça peut paraître excessif, madame. Ça peut paraître excessif, mais c'est mon sentiment. Je suis libre de le penser, de le dire. D'accord. Si unité n'est pas... Monsieur le Président de la République, excusez-moi. Vous, le Président de la République, c'est que... Allez dire qu'il n'y aura plus d'unité. S'entend qu'il est là. Parce qu'il quitte le pays. Monsieur Nké, s'il vous plaît. Si nous nous entonnons à ce que l'unité n'y est pas, voilà. faisons-nous nous tous ici. Si unité n'y est pas. Non, c'est pour préparer. Bonne question. C'est pour préparer justement qu'il cède la place à quelqu'un qui peut mieux comprendre les enjeux de l'heure. Il est déjà dépassé, à mon avis. Nous sommes ici. Pourquoi vous voulez me forcer à dire qu'il faut bien? Non, je te demande rien d'ailleurs. Nous sommes ici entre des gens engagés. Et ce qui me fait plaisir, je n'ai pas besoin de regarder la montre, c'est que c'est ce Cameroun-là que nous aimons. Ceux qui ne restent pas pour rêver dans les livres, dans les laboratoires, et ceux qui s'engagent à visage découvert. Fridolin, pour changer un régime, démocratiquement, il faut gagner les élections. Je suis d'accord. Bon, si tu es d'accord, c'est déjà un point. Et pour gagner les élections, il faut s'engager politiquement. Il ne faut pas se cacher derrière les appellations plus ou moins contrôlées, docteurs, agrégés. Vous êtes tous docteurs et agrégés à Yaoundé, et c'est vous qui posez des problèmes. Ce sont vos anciens camarades de l'université qui sont au gouvernement, l'administration, qui posent souvent des problèmes de respect de l'ordre public. Et savez-vous, je le dis à mes amis même qui sont dans l'administration, il y a des fonctionnaires qui sont souvent les auteurs des troubles à l'ordre public. Quand vous prenez une disposition d'apparence légale, mais qui n'est pas conforme à la loi et qui n'a pas la légitimité populaire et démocratique, vous troublez l'ordre public. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'un préfet qui prend une disposition qui n'est pas indispensable et qui est, j'utilise leurs mots, parce que moi j'ai vécu en France, ça ne m'impressionne pas les gros mots qui ne veulent rien dire, superfétatoire. Quand vous prenez une décision qui est inutile en ce qui concerne le contrôle des manifestations, l'expression publique, alors qu'il y a le code pénal et d'autres dispositions légales, vous troublez l'ordre public. Parce que par définition, qu'elle le sait, il est fondamentalement interdit, y compris par la loi, de faire ce qu'on appelle le procès préventif. Vous ne pouvez pas me condamner pour ce que je n'ai pas encore fait. Sinon, c'est une menace. Donc, je suis en train de dire à Fridolin que nous, on est fiers. Maintenant, je fais de la politique. Toi, tu fais la politique des laboratoires. Tu nous amènes tes philosophes là, aucun n'est noir. Depuis que tu parles, tu n'as jamais cité Cheikh Anta Diop, à part mon ami Monon Diana, qui est ton propre cousin, que tu cites. Tu ne cites aucun auteur noir. Tu nous rabats les oreilles avec tes cantes, tes machins et tout. Et tu cites Jésus. Est-ce que c'est le débat? Est-ce que c'est le débat? Comme il y a un problème sur Jésus-Christ, sur sa race, moi je l'accepte parce que bon, c'était un kémite,
les gens du groupe dont sort Jésus étaient blancs. Je connais Jérusalem très bien. Bon, revenons au Cameroun. Ce que nous disons, c'est que, Paul Biya, que ça te plaise ou pas, okay, l'histoire retiendra qu'il a augmenté la superficie du Cameroun. Que vous le vouliez ou pas, c'est le seul pays au monde qui ne s'est pas décomposé et qui a augmenté sa superficie. Je gardais ça pour toi parce que comme tu es un habitué de la CEMIL, il faut que tu aies cet argument. Hein? Le président Paul Biya n'a pas besoin d'avoir une décoration pour son patriotisme. Il avait le choix entre faire la guerre et créer des malheurs dans les familles, ce qu'on a quand même subi, ou alors utiliser la loi, le droit, pour faire triompher la cause camerounaise. C'est ce qu'il a fait. Et les Camerounais, bon, c'est peut-être une insuffisance de la communication gouvernementale. Rien que pour Bakassi, Paul Biya méritait un prix Nobel de la paix et notre reconnaissance. D'accord? Nous sommes dans un État multiethnique, avec plein de confessions religieuses. Et on a tellement importé des choses. Et c'est ça qui est une épine dans le pied du président. Parce qu'au départ, il a encouragé toutes ces histoires, la franc-maçonnerie, machin. Mais là, il est rentré dans une sorte de syncrétisme où il n'y a plus de pif. Je vous explique la vérité du pouvoir là-bas en haut. Parce que je connais un peu ce qui se passe. Ouais, tu es déjà. Donc c'est ça qui va nous pousser. C'est pourquoi je vous dis il faut qu'il nous laisse un pays où il n'y avait pas toutes ces obédiences. Et juste d'accord avec Hervé, il faut qu'on revienne aux normes. La norme, c'est que lorsqu'on parle du Cameroun, lorsqu'on parle de l'État, lorsqu'on parle de l'État, c'est la répartition et des concours et des machins. On doit conditionner les gens par rapport à telle appartenance, par rapport à telle relation, par rapport à telle autre. Et je le remercie par rapport à ça parce que, en fait, s'il peut dire un mot sur qu'est-ce qu'il y a à le faire. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à le faire actuellement, mesdames et messieurs? Il faut d'abord redimensionner notre conscience. Les gens n'ont plus l'esprit de sacrifice, je vous assure. Et c'est un problème. Les gens sont dans la facilité, dans l'envie, dans la cupidité. Mais il faut qu'on redevienne les Camerounais. Quand je parle d'une humanité sans homme, ça veut dire que je décris, il n'y a personne. Parce que les Camerounais, ça veut dire qu'une certaine idée du sacrifice. Regardez Oumyobé, quand ces gens qui viennent m'arrêter souvent dans la nuit, là, mais vous perdez le temps avec un petit moment. Mais il y a des gens qui sont sacrifiés. C'est comment ils font là? Ils m'enlèvent tout ça. Je ne parle pas de moi. Je suis préoccupé par les gens. Nous sommes des privilégiés, les gars. Ce qui arrive sera pire. Et c'est à nous de cultiver cet esprit sacrifice. La première chose, redimensionner notre conscience et être capable d'affronter. Femme comme homme, on doit être capable d'initier. Deuxième chose, il faut qu'on se réapproprie notre culture. Quand ils sortent tous ces livres-là, ce n'est pas pour avoir l'argent. Je dis aux responsables qu'il faut qu'on remette les enfants à la culture de la lecture. Si on ne lit pas, on s'abuse. Et même le pouvoir peut vous manipuler. Même les faux opposants là, qui se prennent pour machin, ils peuvent manipuler les gens. Il faut densifier, il faut que les gens soient forts dans leur tête. C'est pourquoi on écrit ce livre-là. D'ailleurs, qui va acheter ce livre ici? Moi. Bon, ouais. Je te propose qu'on écrive un livre ensemble. Merci. La troisième chose. Le titre, ça va être Confrontation. La troisième chose, je vous dis, et ça, monsieur le gouverneur, si le président de la République refonde l'éducation dans ce pays, on sait qu'il va tuer échouer avec ces gens, au niveau de l'industrialisation, ça va tuer échouer. Mais s'il refonde l'éducation, l'université, qui est actuellement en lambeau, je vous dis, on va s'en sortir. Parce que nous autres, on est quand même dans les universités, on est dans les écoles. Je ne comprends pas ces gens qui vont dans les autres pays et ils ne peuvent même pas copier. Je vous dis qu'on enseigne zéro contenu actualisable. Non, c'est la préhistoire à l'université actuellement. On ne peut pas se développer avec cela. On laisse même bien et tout ça, là. Mais on ne peut pas se développer. Donc, la seule chose à faveur, s'il veut que je lui pardonne, moi le grand philosophe, il faut qu'il réforme l'université. Il faut qu'il réforme l'école. Qu'on réforme l'éducation dans ce pays. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Ça va faire en sorte que quand les gens sont bien formés dans leur tête, ils peuvent voir le monde différemment. Absolument. Et ils peuvent être... Et parce que non, en fait, notre destin, c'est être panafricaniste. Notre destin, ce n'est pas être capitaliste. Notre destin, ce n'est pas... Non, c'est un peu dans le libéralisme communautaire qu'il a oublié. C'est ça. Enfin, mesdames et messieurs, il faut qu'on sorte du superflu.
les enfants à la maison doivent comprendre que non, la priorité, ce n'est pas le football. Moi, je peux vous dire, même si c'est la Coupe du Monde, le jour qu'on va gagner la Coupe du Monde, je ne regarde jamais ça. Et là, tout le monde me dit que je ne suis pas normal. Non. On ne peut pas passer toute une vie, à être dans l'industrie du jeu. Donc vous-même d'abord, vous commencez. Arrêtez de braquer les enfants, le foot, les machins. Non. Résolvons nos problèmes à travers l'auto-éducation. Arrêtons ces aides de la marge que nous sommes devenus. Recentrons nos efforts comme une humanité qui veut s'émanciper, un peuple qui veut vraiment évoluer. Merci.